Bonjour à tous, merci d'être venus, vraiment merci à tous d'être venus ici aujourd'hui. Donc on s'excuse un peu d'abord pour ces petits contretemps. On va dire cette année on a eu une édition un peu spéciale en raison de la crise de coronavirus. On est forcé de tout enregistrer et ça demande un peu des problèmes techniques à régler. Donc vraiment désolé pour le retard occasionné. Donc voilà, je pense, avant de commencer on va juste rappeler le but. Donc ça va être la 4e édition de la journée tripartite. Là, on est le club ETIC. On vise justement à rapprocher l'étudiant du monde professionnel. Et on pense vraiment qu'on ne peut pas faire ça sans créer un contact, une communication entre le milieu académique et le monde professionnel. Et c'est donc ce qu'on espère atteindre aujourd'hui à travers cette journée, pour parler donc des besoins du monde en Algérie en intelligence artificielle et en analyse de données. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Younous pour commencer officiellement la journée. Merci à tous. Donc, dans l'optique d'instaurer un véritable pont entre étudiants, enseignants et monde professionnel, je vous souhaite la bienvenue au nom de ETIC à cette 4e édition de la journée tripartite. Au rendez-vous, un débat sur un sujet qui intéresse les 3 parties, et ce afin d'améliorer la relation entre les deux mondes académiques et professionnels. Et faciliter la transition entre les deux. Voilà, donc on va commencer directement avec une petite présentation du sujet avant d'entamer le débat. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Une intelligence artificielle est un système informatique capable d'effectuer des tâches qui requièrent d'ordinaire une intelligence humaine. À la manière d'un humain, l'intelligence artificielle moderne peut apprendre et s'améliorer de manière autonome, en s'entraînant à partir de données ou au travers de simulations. Et c'est ce qu'on appelle le machine learning, ou apprentissage automatique. Dont l'une des principales technologies est le deep learning, ou l'apprentissage profond. Donc, par exemple, l'intelligence artificielle AlphaGo de Google DeepMind est parvenue à maîtriser le jeu d'échecs en jouant contre elle-même durant seulement 4 heures. De son côté, IBM a laissé son intelligence artificielle de reconnaissance faciale s'entraîner et apprendre à reconnaître les visages à travers un entraînement sur 1 million de photos du site Flickr. Il ne s'agit toutefois que de quelques exemples parmi des milliers d'exemples d'apprentissage de l'intelligence artificielle. Grâce à des outils de type AutoML, le processus d'analyse est largement automatisé et il devient donc de plus en plus facile d'entraîner des intelligences artificielles. Mais justement, de quelle analyse parlons-nous ici? Bien sûr, il s'agit de l'analyse de données. Donc, qu'est-ce que l'analyse de données? Qu'est-ce que le machine learning? L'analyse de données est une science moderne permettant de découvrir des patterns et d'effectuer des prédictions à partir de données en se basant sur des statistiques, sur des forages de données et sur la reconnaissance de patterns. Aussi sur l'analyse prédictive, sur les analyses prédictives. Les premiers algorithmes sont créés en 1950 et l'un des plus connus d'entre eux n'est autre que le perceptron. Aujourd'hui, le monde est rempli de données. Texte, mots, audio, vidéo, rien n'est perdu. Tout est storé quelque part. Ce qui a fait que les données à analyser deviennent de plus en plus grandes. Et c'est ici que le machine learning est le plus efficace. Donc, dans des situations où les insights doivent être découvertes ou la sortie à partir de larges ensembles de données diverses et changeantes, c'est-à-dire le big data. Donc pour l'analyse de telles données, il se révèle nettement plus efficace, le machine learning se révèle nettement plus efficace que les techniques traditionnelles d'analyse de données. Il peut être défini comme une branche de l'intelligence artificielle, englobant de nombreuses méthodes permettant de créer automatiquement des modèles à partir des données, et ces méthodes sont en fait des algorithmes. Voilà, donc maintenant on va parler un peu des investissements dans ce domaine, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc bien sûr dans les pays développés, comme les USA ou la Chine, l'investissement est vraiment grand. On a par exemple la Chine qui a investi à elle seule 245 milliards de dollars en 2017. L'Europe, de son côté, investit chaque année 150 milliards d'euros. Donc, le chiffre d'affaires du secteur de l'intelligence artificielle, qui représentait
4,8 milliards de dollars en 2017, pourrait atteindre les 215 milliards de dollars d'ici 2023. Voilà, donc dans un futur proche, l'accès à cette technologie pourrait donc se démocratiser. D'ailleurs, déjà à l'heure actuelle, de plus en plus d'entreprises exploitent ce domaine, exploitent l'intelligence artificielle. Donc voilà, maintenant on va parler brièvement des avantages de l'intelligence artificielle. Bien sûr, de par sa capacité à assister, à remplacer ou même à surpasser l'humain dans des tâches, dans plusieurs tâches, dans des tâches diverses. Beaucoup considèrent qu'elle amorce même la 4e révolution industrielle. Donc, voilà, le confort, des performances exceptionnelles, des avantages économiques aussi, et plusieurs projets futuristes. Donc, on retrouve l'intelligence artificielle dans plusieurs secteurs, l'éducation, la finance, la fabrication, la santé, le transport. Elle bouleverse tous les secteurs. On retrouve ainsi les technologies de l'intelligence artificielle derrière de nombreuses innovations récentes. On va citer, par exemple, dans le domaine médical, on la retrouve dans plusieurs applications, par exemple l'évaluation des patients, l'évaluation des effets secondaires des médicaments, et plus important, un domaine qui est vraiment, où l'intelligence artificielle est vraiment efficace et très importante, c'est la radiochirurgie. Donc, une autre application, c'est le tag automatique des personnes lorsqu'on prend des photos avec nos smartphones. C'est bien sûr la reconnaissance faciale. Dans le transport, on cite les véhicules autonomes de Tesla, qui ont révolutionné le monde de l'automobile, qui reposent sur la vision par ordinateur, la reconnaissance d'image et le deep learning. Il y a aussi une autre application qui est la traduction automatique, qui exploite le traitement naturel du langage. D'autres secteurs, voilà, le secteur bancaire et financier, où l'intelligence artificielle est largement utilisée dans la détection de fraude ou dans la détection de fraude, ou aussi la gestion de leurs données. Voilà. Il y a aussi l'industrie, où nous avons des robots modernes capables d'interaction avec des humains, ou d'automatisation des processus de chaîne de production des usines. Ils sont aussi dotés d'intelligence artificielle. Et bien sûr, nous avons tous dans nos smartphones la dame Siri ou Cortana, ou même l'assistant de Google qui répond à nos questions du quotidien. Donc voilà, c'était tout pour cette petite introduction. On va directement passer au débat. Voilà, dans ce débat, déjà, je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous avons 3 parties, les étudiants, les entreprises et les enseignants. Donc, partie entreprise, nous avons M. Touaibia Kherdin, qui est le CEO de Big Data Solutions. Voilà, bienvenue monsieur avec nous parmi nous. Nous avons aussi M. Yorata Hadjar, qui est le COO à Big Mama Technology. Bienvenue parmi nous. Nous avons aussi nous avons aussi M. Mohamed Amin Benatman, qui est un data scientist et un advanced analyst à Jay. Bienvenue monsieur. Donc on passe à la partie étudiant. عندنا معنا M. Riyad Ben Salem, qui est un data scientist à Wright-Innov et un alumni de l'ESI. Donc M. Mohamed Benatman est aussi un alumni de l'ESI. Et nous avons Nouria Mkhloufi, Madame Nouria Mkhloufi, qui est étudiante en 3CS, spécialité C, et stagiaire en intelligence artificielle à Legal Doctrine. Donc bienvenue. Merci. Pour la troisième partie, les enseignants, nous avons M. Arias Abdelkarim, qui est un docteur en informatique et normalement en spécialité Customization. Traitement de langage. Traitement de langage. En généralité. Voilà, bienvenue monsieur. Monsieur Shalel Yassine, qui est un professeur à l'ESI, chef de département d'ingénierie d'information et de systèmes informatiques et membre au laboratoire LMCS. Bienvenue monsieur. Et pour finir, Madame Karima Benatwab, qui est enseignante à l'ESI. Voilà, bienvenue à tous. Donc on va entamer directement le débat.
avec la première rubrique de notre journée tripartite, qui est intitulée L'entreprise algérienne entre le digital et le smart. Donc j'aimerais juste demander à tout le monde de mettre vos téléphones en mode silencieux s'il vous plaît, pour ne pas avoir de perturbations dans l'enregistrement. Et puis voilà, pour nos chers invités, je vous rappelle qu'à la fin de chaque rubrique, on aura 10 minutes pour recevoir des interventions ou des questions de votre part. Donc, on commence directement avec la première question de notre JP. Donc, elle est dirigée aux entreprises. Donc, selon vous, qu'est-ce qui pourrait inciter les entreprises algériennes à investir dans l'intelligence artificielle? La formation d'ingénieurs spécialisés dans cette discipline pourrait-elle être un facteur favorable et les encourager à mieux l'exploiter? Voilà, qui voudrait... Je pense que c'est un facteur. La formation des ingénieurs spécialisés, c'est indéniablement un facteur. Mais je pense que comme beaucoup de phénomènes de non-consommation, c'est bien de se poser la question pour connaître les raisons de cette non-consommation. Il y a un aspect, il y a des prérequis pour adopter l'intelligence artificielle, qui sont notamment la numérisation. On ne peut pas faire d'intelligence artificielle sur des formulaires qui sont poussiéreux. Donc il faut une étape de numérisation qui vient avant. Une fois que cette étape est faite, parce qu'on voit que les entreprises qui sont fortement numérisées tendent à investir beaucoup plus ou plus facilement dans l'intelligence artificielle. Et c'est pas anodin que les secteurs financiers et télécommunications soient parmi les premiers qui ont adopté l'intelligence artificielle. Ils avaient déjà ces briques. On ne gère pas 200 millions de transactions sur papier. Et donc, elles ont déjà les profils nécessaires, les profils requis et l'infrastructure derrière. C'est des industries qui sont construites sur des protocoles de communication. Et donc ça, c'est un facteur. Le deuxième facteur, c'est un engagement du management des entreprises et des personnes qui décident et qui ont une vision claire des opportunités dans l'entreprise ou l'organisation d'application de l'intelligence artificielle. Et ça, en général, on fait une sorte de catalogue avec les différents départements, avec les différentes fonctions de chaque entreprise pour voir où on peut appliquer l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est parmi les deux, trois prérequis. Merci, monsieur Coran. Moi, je rejoins ce qui a été dit avant. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont de la donnée et des entreprises qui n'ont pas de la donnée, qui sont pas encore digitalisées. Et je pense que pour cibler les entreprises qui n'ont pas de la donnée, il faut attendre qu'ils commencent à avoir des systèmes d'information clairs dans leur entreprise, qu'ils collectent plus de données pour qu'on puisse travailler avec eux. Mais pour les entreprises qui ont de la donnée, je pense qu'il faut aussi faire un travail de sensibilisation ou expliquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle va leur apporter. Comme c'est un truc qui est nouveau pour eux, je pense qu'il faut quand même faire un travail. Quand on va vers un business, on lui explique ce qu'il peut gagner en adoptant une technologie, en utilisant une technologie, ça sera susceptible de le convaincre car il verra l'augmentation de son chiffre d'affaires ou le gain de temps qu'il peut avoir en utilisant ces technologies-là. Donc il y a cette partie, je pense, qui se fait entre peut-être les entreprises de services peut-être ou les entreprises et les universités ou tout l'écosystème pour vraiment démocratiser l'idée de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données. Je pense que c'est un point qui peut apporter un progrès dans ce sens. Pour ce qui est de la formation dans le domaine de l'intelligence artificielle, je ne sais pas si je pense que ça va, c'est l'inverse. Je pense que c'est le besoin qui va créer on va avoir un besoin et pour ce besoin, on va enseigner, on va former des gens pour qu'ils puissent subvenir à ce besoin. Je pense que l'inverse, ça peut être difficile de former des gens et de leur créer des opportunités. Voilà mon point de vue sur ça.
Alors, tout d'abord, bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie pour cette excellente présentation. Je vous remercie aussi d'avoir invité Jay-Z à cette quatrième édition de la tripartie entreprises, étudiants et enseignants. Je suis honoré d'être là aujourd'hui, de revoir d'anciens enseignants et aussi d'anciens collègues aussi, et même de découvrir d'autres entreprises. Donc, concernant la question, dans un monde de plus en plus connecté et avec l'avènement de l'intelligence artificielle et l'IoT, les géants du numérique ne cessent pas de grandir et de conquérir de nouveaux marchés dans le monde, en particulier en Afrique. Donc, cette course devrait inciter et ouvrir l'appétit aux entreprises algériennes de prendre le lead et d'investir dans l'intelligence artificielle. Bien sûr, un tel investissement va ramener du profit, diversifier les sources de revenus et bien sûr peut-être faire du cost saving. N'empêche qu'il faut avoir une bonne stratégie sur les données en entreprise, comme il a dit Yorta, et avoir une bonne stratégie autour de la donnée, aussi un objectif clair et une vision sur le retour sur investissement. Bien sûr, dans cet élan, il est clair que la formation d'ingénieurs dans ce domaine est un facteur favorable qui va inciter aussi les entreprises à investir. Merci pour vos interventions. Donc, vous avez parlé de manque de numératisation dans les entreprises algériennes. Donc, à votre avis, bien sûr, vous avez mentionné que peu d'entreprises ont le potentiel de pouvoir exploiter l'intelligence artificielle en Algérie. Donc, à votre avis, pensez-vous que dans les prochaines années, il y aura une demande? Vous avez parlé de besoin. Est-ce qu'il y aura vraiment une demande qui pourra absorber les jeunes diplômés de ce domaine, ou seront-ils voués à aller chercher du travail à l'étranger? Pour recadrer un petit peu la question, il y a des problèmes qui sont propres à l'Algérie, il y a des problèmes qui sont aussi partout dans le monde. Par exemple, le problème de la numérisation, il est peut-être plus prononcé dans des pays comme le nôtre, mais ça existe aussi dans d'autres pays, et c'est un problème qui est courant. Et donc, la caractéristique d'une entreprise qui n'est pas numérisée ne va pas pouvoir appliquer l'intelligence artificielle partout, et donc à plus forte raison ici, quand c'est des processus manuels. Et donc, pour revenir à la question, il y a très peu de grandes entreprises en Algérie. C'est-à-dire, si vous voyez la distribution, c'est une distribution qui a une queue qui est longue et fine. Vous avez une entreprise ou deux entreprises qui sont à 60 milliards de dollars, après tout le reste, c'est... Et donc, la question devient, quelles entreprises les futurs diplômés peuvent-ils créer pour créer ce genre de débouchés? Et donc, il y a trois ou quatre moyens de faire ça. Soit ces ingénieurs rejoignent des entreprises qui font déjà ça, notamment dans le secteur des télécommunications ou le secteur financier. Soit ils intègrent des entreprises et ils font l'effort de pousser vers une numérisation pour que ces entreprises aient le profil pour adopter l'intelligence artificielle. Ou alors, les étudiants et les futurs diplômés créent leur propre entreprise qui vont permettre à leurs collègues aussi de créer. En général, vous trouvez un secteur où l'entreprise qui est dominante est très peu numérisée, très peu informatisée, qui est un petit peu technophobe, dont les clients ne sont pas satisfaits, et vous pénétrez le secteur en créant une entreprise dans ce sens qui fait une sorte d'intégration et qui fait une sorte de machin. Donc ça peut être un moyen. Pour ce qui est d'aller trouver du travail à l'étranger, ou des débouchés par exemple, il y a une nouvelle entreprise qui s'appelle Manara.tech.
C'est une entreprise justement qui sert à dénicher du talent dans le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, justement pour que les gens n'aient pas à aller autre part pour trouver des... Voilà, merci monsieur. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Moi, je pense qu'il y a deux... Est-ce que les profils des entreprises vont évoluer? Ça, c'est sûr, ça va arriver. Par contre, c'est une inconnue. On sait pas quand, on sait pas. Ça dépend de plusieurs facteurs du développement du secteur de la télécommunication, Internet, les infrastructures. Tout ça va contribuer à ce que, si ça se développe, les investissements de l'État, toutes ces choses-là vont permettre aux entreprises de vraiment se développer dans la numérisation et de rentrer vraiment dans cette époque. Et moi, je vois comme une solution intermédiaire, c'est les entreprises qui font du service ou qui font de l'offshore. Je pense que c'est notre cas, c'est comme on n'a pas de données beaucoup en Algérie, on travaille avec des marchés à l'étranger. Et je pense que ça peut être une solution pour les gens qui sont formés dans ce domaine, pour avoir des opportunités d'apprendre et de vraiment se développer, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le monde et on ne va pas attendre que l'Algérie rejoigne les autres pour qu'on commence à développer. Donc nous, je pense qu'il y a des opportunités en offshore ici pour faire le travail à l'étranger directement à partir d'ici. Pour ce qui est de chercher du travail à l'étranger, ça c'est une problématique que les entreprises qui essayent de se développer ici en Algérie dans ce domaine rencontrent. Nous, par exemple, on a 2 ans et demi d'existence, on a eu 4 départs à l'étranger, 2 de Dlizé et de Babzoua, de notre équipe. Je pense que ça ne va pas s'arrêter d'osser tout. Donc, la réalité du marché, c'est elle qui exige ça. Voilà, donc... Donc, data scientist est un métier ou une espèce en voie d'apparition en Algérie. Donc, beaucoup de data scientists algériens ne sont pas formés pour le devenir. Donc, il y a une tendance actuellement où une tendance de conversion de profils proches de la data science. C'est des gens qui se convertissent en data science et l'intelligence artificielle à partir de profils comme la BI ou les statistiques appliquées. Le marché de l'intelligence artificielle en Algérie n'est pas bien établi et commence à prendre de l'ampleur. Donc il y a une forte volonté partagée entre les leaders du digital comme Jay-Z et tout, et l'État algérien de développer le numérique et l'intelligence artificielle en Algérie. Donc dans quelques années, quand le terrain sera propice, il serait bien d'avoir des profils déjà bien formés pour entrer dans ce mouvement. Ceci dit, comme tout marché, l'équilibre est régi par l'offre et la demande, comme a dit M. Touaibi. Et donc, pardon, pour rebondir, je pense que je n'ai pas été assez clair, notamment en parlant de la création d'entreprises. Et ça rejoint justement les points qui ont été cités. Il faut dire que dans notre travail quotidien, on est constamment sur Internet. Et donc la notion de frontière, la notion de géographie, elle devient de plus en plus désuète et ça a été amplifié par la crise actuelle. C'est-à-dire que les gens ont compris qu'ils peuvent faire du business à l'international, même en étant ici. Par contre, là où ça devient pénalisant d'être dans un certain pays ou un autre, c'est surtout l'aspect infrastructure, l'aspect connexion Internet. C'est là où ça se voit. Par contre, nonobstant c'est-à-dire ces facteurs, les clients, c'est-à-dire vous pouvez en avoir partout. C'est-à-dire s'il y a un effort justement pour démarcher, pour trouver des clients, il n'est pas nécessaire que l'entreprise soit en Algérie pour pouvoir absorber ce... Ouais. Je vais revenir à vous, monsieur Mohamed. Pour vous poser la question suivante. Vous avez proposé tous les trois des solutions aux obstacles que rencontrent les entreprises en Algérie. Que proposez-vous comme solution par rapport aux compétences académiques? Voilà, je vais un peu reformuler ma question.
on sait que le cursus académique, et je vais revenir à nos enseignants, notre cursus académique en Algérie, il est beaucoup plus spécialisé sur l'optimisation de modèles déjà existants que sur la création de nouveaux modèles, nouveaux algorithmes. Donc, est-ce que vous pensez que l'Algérie pourra un jour arriver aux grandes entreprises d'intelligence artificielle qui ont déjà généré leur modèle et qui travaillent sur l'optimisation? Et quelles sont les compétences académiques que nous devons, voilà, beaucoup plus? Donc, par rapport aux compétences académiques, donc la formation théorique, elle est nécessaire mais pas suffisante. Donc, il y a d'autres aspects du métier qu'il faut enseigner, notamment le business, tout ce qui est marketing digital, et aussi l'aspect communication et technique de présentation. Vous savez, le storytelling. Donc, quand on résout un travail et tout, c'est une étape du process, donc il faut présenter, il faut convaincre autrui. Donc il est nécessaire d'avoir ces compétences qui sont très importantes pour la formation d'un data scientist. Voilà, merci. Donc que proposez-vous comme solution, c'était ça, pour côté académique, côté compétences académiques. Voilà. Oui. Nos enseignants, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce point? Oui. Donc, une des raisons qui nous a fait penser à faire évoluer nos programmes et aller vers ces spécialités, c'est que il y a une prise de conscience. C'est vrai que ça démarre lentement, mais nous avons été très souvent contactés ces dernières années par des entreprises en général étatiques qui souhaitent mettre en place justement des systèmes d'aide à la décision, des tableaux de bord intelligents. Donc, on sent qu'il y a un besoin qui se met en place. Mais bien sûr, la concrétisation est un petit peu difficile parce qu'il y a toujours le problème sur des données qui revient, même si nous avons en général on commence par des projets de fin d'études pour démarrer les discussions. Et c'est vrai qu'il y a un problème de données, mais il y a une prise de conscience, d'accord? C'est ce que je voulais rajouter. Mais si vous le permettez, donc moi je dirais qu'il ne faut pas considérer l'intelligence artificielle comme une utopie. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existait pas dans nos cursus de formation avant 2021 et qui va exister à partir de 2021. Donc, et l'exemple est devant vous. Vous avez vos anciens, des alumni de l'école qui ont fait un cursus de l'école et qui sont aujourd'hui des data analystes, donc en termes de métier. Et donc là, c'est grâce justement à un choix stratégique de l'école qui consiste à former des ingénieurs généralistes qui sont capables de s'adapter aux différentes évolutions qui vont venir et qui vont rencontrer dans le cadre de leur profession. Et c'est cela la force en fait de votre formation, d'accord? Et donc moi je dirais que d'ailleurs avant de venir je me suis dit je vais voir quelle est la définition qui est adoptée par les dictionnaires pour l'intelligence artificielle, et j'ai trouvé que dans le Robert ils disent que l'intelligence artificielle c'est l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine, entre parenthèses raisonnement, apprentissage, etc. Alors si on reprend quelques mots-clés, donc théorie, technique, programme informatique, simulé, raisonnement, apprentissage, chacun de vous va voir que finalement dans son cursus, il a vu une partie de ces éléments de l'intelligence artificielle. Et donc notre projet aujourd'hui, c'est de répondre effectivement à un nouveau besoin en formalisant ces enseignements sous forme d'une spécialité. Voilà, merci monsieur. Donc monsieur Ariès, je viens vers vous avec une question qui est l'Algérie stands where when it comes to artificial intelligence en Afrique et en Maghreb. Parce que j'ai trouvé une information qui dit que sur 62 pays classés sur l'indice Tortoise Media, qui est un indice
sur le niveau de développement de l'intelligence artificielle pour l'année 2020, 7 pays arabes, dont le Maroc et la Tunisie, ont réussi à décrocher une place, mais l'Algérie n'a pas réussi à décrocher une place. Donc l'Algérie est classée comment par rapport à nos voisins au Maghreb, par rapport aux universités, aux entreprises? Concernant les entreprises, je pense que la question c'est pour les experts. Donc, concernant le programme, pour comparer les programmes de l'université, on doit accéder aux différents programmes, par exemple, pour chaque modèle, par exemple, etc. Or, le problème dans les pays maghrébins, par exemple, dans les universités, on ne partage pas les cours, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas vraiment faire une évaluation de la quantité et la qualité des modèles enseignés. Par contre, par exemple, dans les États-Unis, on peut trouver des cours en ligne des différentes universités, universités de Texas, universités, etc. Donc, je ne peux pas vraiment donner une comparaison entre le cursus en Algérie et le cursus dans les pays maghrébins, puisque il faut vraiment partager la connaissance, partager les cours dans les universités pour pouvoir faire ça. Bien sûr. Tout d'abord, je tiens à remercier Otik pour cette invitation et j'aimerais juste signaler que je suis très ravi d'être un organisateur de la première édition de Tripartite et être aujourd'hui ici. Alors, je voulais juste parler par rapport à ce point. C'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en Algérie, la communauté de data science ou de l'intelligence artificielle n'est pas trop active par rapport au Maroc ou la Tunisie. Pourquoi je dis ça? Parce que, je donne des exemples, il y a des entreprises en Tunisie qui organisent des compétitions d'AI, qui donnent des datasets open source, les gens ils développent ces modèles. Il y a toute une communauté qui travaille à pousser le domaine. Ça, on remarque un manque ici en Algérie par rapport à ce point. Il n'y a pas cette communauté qui est très active. Il n'y a pas l'esprit de partage. Je tiens à signaler aussi que, par exemple, une université, on ne parle pas d'entreprise, une université de Helsinki en Finlande, ils ont développé des modèles de traduction automatique, ils sont open source pour tout le monde pour les utiliser. Ça c'est bien. L'ISI peut par exemple proposer des projets pour développer des modèles qui seront open source pour tout le monde. Ça va premièrement créer une certaine effervescence dans le domaine et ça va pousser les gens à entrer dans le domaine beaucoup plus. Et même les entreprises, peut-être ils seront inspirés par ce geste de communauté open source, passer vers l'open source pour eux-mêmes aussi peut-être les données, proposer des données qui seront open source ou leur proposer des compétitions par exemple, où ils offrent leurs données pour pouvoir inciter les gens, ils travaillent sur ce point. Voilà, merci. Donc je reviens à vous. Je pense que les deux questions se rejoignent par rapport au cursus théorique versus pratique et la comparaison entre les pays du bassin méditerranéen ou de l'Afrique du Nord. Je reviens à ma réponse de tout à l'heure. Je pense que la notion justement de géographie devient de moins en moins pertinente. Parce que justement, là, il vient de parler de l'université d'Helsinki et des données qu'il a vues sur Internet. Monsieur parlait de l'université du Texas et des cours. Et donc, il n'y a pas forcément une université algérienne pour les étudiants algériens. Il y a une université globale. Et donc, il y a pas mal d'initiatives d'universités qui proposent leurs cours en ligne. C'est exactement ce qui s'est passé pour la programmation, où les gens apprennent. Au début, ils apprenaient sur le tas, parce qu'il n'y avait pas de ressources.
Après, il y avait des cours qui étaient beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus raffinés. Et vous avez accès à des cours d'université, vous avez l'embarras du choix. Et donc, ça, c'est ce que nous, en tant que praticiens, en tant que professionnels dans le secteur, faisons. On n'est pas limité géographiquement. Il y a des ressources internationales, et c'est comme ça qu'il faut, je pense qu'il faut. Par contre, la collaboration entreprise et université, c'est vrai que c'est important. Et on trouve justement, il y a une sorte de... Quand les gens sont fraîchement diplômés, ils croient que le modèle c'est le plus important, et que les algos sont les plus importants. Et ça ignore justement toute l'ingénierie système qui vient derrière. L'aspect algorithme, l'aspect hyperparamètres ou optimisation, il est infime. Donc c'est tout ce qui concerne le pipeline, la validation des données. Il y a un article qui est très important sur la dette technique qui aborde ce problème. Et souvent on voit ça chez les gens qui sont fraîchement diplômés, ils croient que voilà, j'ai fait un modèle où j'ai entraîné un modèle qui a tant de précision, tant de rappel. D'accord, c'est bien, mais il va falloir le mettre en production et ça c'est toute une autre histoire. Il y a une initiative de l'université de Stanford, c'est où Andrew Ng enseignait pour le CS 229 Machine Learning, qui était aussi proposé sur Coursera, mais qui est populaire, mais le CS 229 à Stanford est beaucoup plus fondamental, où il explique les mathématiques derrière. Et donc ça, c'était pas assez complet. Et il y a un nouveau cours qui est très récent, il date de 3 semaines, c'est le CS 329S, qui est justement une personne qui travaille chez NVIDIA, qui a fait un cours sur tout l'aspect production pipeline. Donc ça, c'est hyper important et ça peut être très utile pour les étudiants justement, pour qu'ils soient mieux équipés et opérationnels plus rapidement. Voilà, merci. Donc je pense je pense qu'il y a des choses qui se font même dans l'université algérienne, mais je rejoins ce qu'a dit monsieur. C'est vrai qu'on a un gros souci, nous ne savons pas valoriser ce que nous faisons, nous ne savons pas communiquer, et ça c'est un gros souci. Je pense que par exemple si on prend juste nos voisins, ils valorisent et communiquent beaucoup mieux que nous. Nous on ne sait pas le faire. Et donc après c'est vrai que parfois on a l'impression qu'on ne fait pas ou qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas dans certaines classifications. Parce que nous ne savons pas le faire. Donc en général, il faut voir les critères. Je voudrais juste compléter cette idée, c'est que nous, par l'expérience que j'ai eue en 2 ans et demi, c'est récent, on a eu, je rejoins ce que vous avez dit, c'est que la formation d'ingénieurs qui peuvent faire beaucoup de choses, qui sont un peu généralistes, nous a beaucoup servi. Et c'était vraiment un point fort pour nous, parce que ils pouvaient travailler sur plusieurs sujets, les bases de données, sur les développements en Python pur. Ils pouvaient nous aider, surtout quand on avait une équipe réduite. C'était vraiment un point fort pour nous, et je pense, je suis d'accord avec vous sur la valorisation. Nous, on était super contents alors qu'on a recruté que des jeunes sans expérience de travail, des jeunes diplômés sans expérience de travail. La première année, on a eu que des jeunes diplômés. Et on a eu des gens qui étaient capables de faire beaucoup de choses. Et donc ça nous a beaucoup aidé pour avancer. J'espère que c'est enregistré. Oui. Parce que ça s'en va. Tout est enregistré. Voilà, c'est le point de discussion entre les enseignants et les étudiants. Je pense souvent, on parle. C'est trop généraliste, on veut des TP qui sont plus spécialisés, etc. Et je suis toujours dans cet avis. Généraliste, c'est très bien pour être à l'aise pas être à l'aise. C'est un premier pas dans tous les domaines, mais après un temps, on se trouve qu'il faut se spécialiser un peu plus, surtout par exemple en data science. Je parle de mon expérience personnelle. J'ai fait le module machine learning à l'ESI. Après, je travaille maintenant en tant que data scientist. Mais il me fallait un travail que je fais moi personnellement pour entrer dans le domaine. Et ceci, je devais le faire en parallèle avec mes études.
Donc dans la même période, je devais chercher pour comprendre beaucoup plus de choses. Donc une spécialité qui est plus spécialisée, ça serait vraiment, je trouve que ça serait vraiment intéressant, que ce soit pour les étudiants, pour les motiver à mieux travailler ce qu'on se concret, ou bien pour qu'ils soient plus à l'aise après dans le domaine. Donc je sais que cela offre plusieurs opportunités aux étudiants. في عند ما راح يدير زعما spécialiste في حاجه وحده donc il va travailler dans ce domaine ou là. C'est bien d'être généraliste, mais il faut un peu se spécialiser un peu plus. C'est mon avis. Mais aujourd'hui, c'est data analyst. Data scientist. Data scientist. Moyennant une formation supplémentaire. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait faire. De toute façon, je pense qu'on a une question. Spécialisation versus Voilà, ça arrive, oui. Donc, nous avons un tout petit peu dépassé le temps alloué pour cette rubrique. Donc maintenant, on va prendre des interventions ou des questions de la part de nos invités en 5 à 10 minutes. Donc, levez la main si vous voulez intervenir. Je remercie l'éthique par cette initiative et je voudrais rebondir sur certains points. Je voudrais parler un peu du point de la communication sur la spécialité que Madame a abordée et je suis entièrement d'accord avec elle. Au sein de Yassir, on accueille énormément de demandes de stages pour la spécialité Data Science. Et je pense qu'il y a du potentiel, un énorme potentiel par rapport à la formation que vous faites au sein de l'ESI. Mais on aimerait bien aussi qu'effectivement il y a de la communication derrière. C'est-à-dire que les gens sont... Je ne sais pas si... En RH, on dit que c'est des métiers émergents. La data science, oui, effectivement, depuis 3 ans que je suis maintenant chez Yassir, c'est une spécialité qui prend beaucoup d'importance. On parlait de développeurs, mais maintenant on parle beaucoup de data science. Donc effectivement, ça serait bien qu'on communique dessus pour un peu aussi canaliser aussi les demandes aussi. C'est quand ça vient chez nous, ça dit oui, je cherche un stage en data science. Ok, d'accord. Mais ils sont perdus parce que c'est un peu la tendance aussi. L'accompagnement doit se faire des deux parties. L'entreprise ou même de l'école aussi, parce que ça c'est important, c'est une responsabilité partagée. Et je voudrais rebondir aussi sur l'aspect de l'humanité. Donc au niveau des RH, on a beaucoup énormément. Moi j'ai fait partie du multinational Télécom. Donc j'étais un peu, si vous voulez, élevée sur la partie traitement de données, c'était un peu la culture de l'entreprise, c'est un métier aussi, il faut pas se pleurer. À Yassir, on a pris conscience de ça depuis maintenant pratiquement 2 ans et ça devient aussi un deuxième cœur métier maintenant. Je voulais dire sur cette partie-là, c'est que par exemple au niveau des RH, on a un besoin. On a un besoin énorme sur le traitement de la donnée. Malheureusement, les étudiants, quand ils viennent chez nous, ça c'est un point que je voudrais soulever, sont plus intéressés par le traitement de la donnée sur l'aspect engineering, mais sur les autres métiers, le traitement de la donnée sur les autres métiers n'y est pas. Peut-être que aussi c'est un manque d'information, que la donnée n'existe pas, par exemple VTC ou fait notre spécialité. Oui, il y a d'autres spécialités que les RH et j'en passe. Hein. Donc, en gros, c'est ça. C'est une spécialité qui revient souvent chez nous, mais on voudrait aussi canaliser tout ça par rapport à une méthode d'information, comme vous l'avez si bien cité. En tout cas, merci. Merci pour la qualité aussi des étudiants que vous nous envoyez. Il y a un potentiel énorme. Je pense que je suis parmi les seuls à dire essayons de les garder. Ne laissez pas partir, parce que c'est malheureux. On investit beaucoup de temps. Sur l'année 2020, on a investi sur je ne sais plus combien d'étudiants de l'ISI, et malheureusement, ils sont partis. Bon, on leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite, mais malheureusement, on aurait aimé les garder. Voilà.
C'est ce que je voulais dire. Merci à vous. On prendra une deuxième intervention. Il a Karim. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait rebondir sur? Oui, juste une petite... enfin, je suis d'accord avec madame, mais vous avez maintenant les étudiants, ils viennent même pour nous, hein, pour les sujets internes de l'école, pour les projets de fin d'études, ils ont des idées. C'est ça qui a changé. Avant, bon, on proposait des sujets, les étudiants venaient, ils avaient la liste des sujets, choisissaient. Maintenant, non, ils ont un objectif, ils savent ce qu'ils veulent faire. Donc, ils ont vu quels étaient les métiers. Bon, il est désolant de dire que la majorité veulent partir, donc ils voient ce qui existe, qui peuvent, les ouvertures. Et donc, après, ils essayent d'avoir des sujets qui correspondent à ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc c'est pour ça qu'ils viennent avec avec des idées, avec des sujets. C'est exactement la même chose pour nous en interne. Donc ils ont un objectif, c'est ça qui a changé. Bon, peut-être aussi c'est dû à Internet ou à toutes les informations qu'ils ont, à toutes les possibilités. C'est vrai, je rejoins un monsieur, ça devient international, ce n'est plus national, c'est plus resté ici. Bon, ils veulent tous partir. Bon, ça c'est un autre problème, on ne rentrera pas dans ça, bien que c'est un gros souci. Mais ils savent ce qu'ils veulent. C'est ça qui a changé. Même pour nous, ça a changé. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais normalement, madame, vous avez signalé le problème que plusieurs étudiants demandent des rôles dans le data engineering et non pas dans d'autres domaines ou bien d'autres secteurs dans le data. Personnellement, je pense que c'est le rôle le plus adéquat pour le marché algérien pour le moment. Parce que c'est quoi le rôle d'un data engineer? C'est de préparer ou bien build l'infrastructure adéquate pour que prochainement le data scientist puisse exploiter ces données-là. Et donc, il faut vraiment former des data engineers en ce moment-là au lieu de se focaliser sur des data scientists par exemple. Je voulais justement poser une question similaire. C'est-à-dire, la remarque, c'était que les étudiants voulaient faire du traitement de la donnée dans beaucoup plus ce qui est engineering et pas les autres métiers. Et donc, est-ce que vous voulez dire par là qu'ils veulent régler des problèmes d'ingénierie et pas forcément des problèmes pour d'autres fonctions? Est-ce que c'est ça? D'accord. Donc, notamment pour des problématiques en relations humaines. Le marketing, aussi au niveau du marketing, si on parle de digitalisation, de numérisation, automatiquement il y a de la donnée qui se... Je vous donne un exemple au niveau des autres spécialités. Il y a de la donnée partout. Maintenant, dès que vous mettez un mot sur votre téléphone, ça y est, ça devient une donnée, vrai ou faux? Je pense que si on veut concurrencer les autres pays, comme l'a dit le monsieur, sur le Maroc et la Tunisie, qui sont nos voisins, ils sont surtout les groupes. Il faut pas, ça c'est mon avis personnel, après je peux me tromper aussi, hein, corrigez-moi. Il ne faut pas aller juste sur un segment et oublier les autres segments. On va avancer sur quelque chose et on va oublier d'autres choses. Il y a des cabinets experts dans tout ce qui est études de marché salarial, peut-être le positionnement des entreprises, alors qu'en interne, on pourrait le faire. Dans toutes les entreprises, on pourrait le faire. Mais après, je ne sais pas, peut-être la dame aussi a raison. Le marché est assez nouveau, le marché n'est pas aussi mature que les autres pays. On tâtonne aussi, on découvre aussi. Personnellement, moi, au niveau des RH, il y a certains métiers que je découvre. C'est des métiers très dur parce que le marché le demande aussi. Hein, on ne peut pas se leurrer. Mais après, dans quelques années, on va se stabiliser, ça devient assez stable. Et ça, c'est des propositions des étudiants lorsqu'ils viennent chez vous, c'est ça? Alors, quand ça vient chez nous, j'ai envie d'utiliser un mot légèrement perdu. Légèrement perdu parce que ça vient, parce que c'est la fin. Data science. Ok, d'accord. Mais est-ce que vous avez une thématique? Est-ce que vous avez quelque chose en tête bien précis? Donc, ce que je fais,
j'organise des réunions avec l'opérationnel. Donc, on a un département data qui traite la donnée chez l'ESSEC et ils font une petite réunion avec eux pour voir un peu le potentiel qu'ils ont aussi et un peu canaliser un peu cet engouement vers eux et voir comment on peut les orienter. Effectivement, le nombre le plus important des stagiaires en traitement de données chez le département data, chez nous. J'ai essayé de convertir 2 étudiants, je n'ai pas réussi. Donc ça rejoint un petit peu ce qui se disait tout à l'heure, c'est que ça incombe un petit peu, c'est pas des stagiaires, ça incombe un petit peu à l'entreprise justement d'avoir une vision, une stratégie, notamment sur ce dont disait Amine, c'est-à-dire quelle fonction et quel secteur, dans quel secteur appliquer l'intelligence artificielle. Après, j'imagine qu'en discutant avec les étudiants, il est facile de les placer là où c'est plus pertinent pour l'entreprise aussi. Après, au final, il faudrait que l'étudiant soit gagnant aussi et l'entreprise aussi, et c'est du win-to-win, il ne faut pas se leurrer. Mais on aimerait que ça soit un peu plus large, comme vous le dites, c'est le marché aussi.